Émission spéciale aujourd'hui sur le conflit russo-ukrainien et notamment ce qui s'est passé avec Trump. J'imagine que vous avez suivi ça. Donald Trump a un peu chamboulé cette histoire, notamment en arrêtant le soutien à l'Ukraine, en humiliant au passage Zelensky dans une interview que vous avez sûrement vue dans un entretien avec son vice-président J.D. Vance, Donald Trump et Volodymyr Zelensky où les 2 Américains sont assez agressifs avec Zelensky, où il semblerait même que Zelensky, à un moment donné, lâche un sous-cabliette au vice-président américain. Enfin voilà, un truc assez tendu. Et on va pouvoir analyser tout ça avec une analyse marxiste avec Chris de Position Revue. Comment est-ce que ça va, Chris? Ça va pas mal. Bonjour à tous. On va essayer de parler de ça, ouais, parce que justement, Trump a quand même vachement fait bifurquer la situation par rapport à l'ancienne administration Biden sur la Russie et l'Ukraine. Et on a vu Macron qui justement essaye de rattraper le coup et les Européens. Donc on va essayer de décoder ça, ce qui se passe, essayer de comprendre ce qui se passe sur le front russo-ukrainien et quel est l'intérêt derrière de Trump d'aller vers cette paix forcée et puis les impacts qu'on peut avoir sur la politique française, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, on va commencer par quoi? Peut-être par un retour en arrière sur ce qu'était la situation avant l'arrivée de Trump? J'imagine que c'est ça que tu avais prévu de faire? C'est la Ouais, situation sous l'administration, Biden où, les États-Unis étaient le principal soutien de l'Ukraine. Alors soutien, plus ou moins à double tranchant quand même, hein, parce qu'on se rappelle qu'il y a des énormes, crédits, hein, qui sont faits où au final l'Ukraine va devoir, rembourser aux Européens et aux Américains toute une partie de l'aide apportée. Donc, je crois qu'en plus ça c'est encore plus vrai pour les Européens que pour les Américains, ouais, parce que les Américains n'avaient pas forcément fait, que du crédit. Il y avait aussi une partie de dons, alors que les Européens étaient beaucoup plus dans le crédit, si oui, mes souvenirs sont bons. oui, et puis Hem, Vas-y, je sais pas si tu as ouais, ouais, des non, infos t'as par raison. rapport à ça pour qu'on fasse un état des lieux avant l'arrivée de Trump au pouvoir. Ouais, c'est un bon rappel. On a vu justement donc en 2022 l'invasion russe qui était pas du tout prévue par les Européens et prévue par les Américains. C'était le seul service de renseignement, hein, le service américain qui avait prévu, voire su que les Russes entraient. Oh, quel Euh, complotiste, hein. Il est en train de dire que les Américains ont orchestré la rentrée, Non, 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 des non, non, non. Russes dans non, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Non, 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 on sait qu'il y a quand même une connexion entre Moscou et Washington. Il y a des fois des trucs totalement clos et il y a aussi des fois des échanges d'informations. Ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient prévu donc cette invasion, là où les services de renseignement européens disaient justement que ça n'arriverait pas. Et tout de suite, ils ont réagi en disant qu'ils n'interviendraient pas et que l'OTAN n'interviendrait pas. Ce qui a pris un peu tout le monde à dépourvu. Donc, tu sais, l'emballement qu'il y a eu, au départ, c'était on n'intervient pas. Après, il y a eu on fournit un peu des armes. Donc, il y a eu une espèce de graduation comme ça, mais tout en faisant en sorte d'envoyer de la logistique avec une graduation. Au départ, il ne fallait pas d'avion, il fallait pas de missiles longue portée, etc. Puis, petit à petit, pour maintenir le front russo-ukrainien, on est un peu sorti de ça, mais vraiment la ligne rouge, c'était de ne pas envoyer d'hommes et de coalitions pour aider les Ukrainiens. Et Parce que donc, ça voulait dire rentrer en guerre directe contre, rentrer en guerre directe avec la Russie qui menaçait en face d'utiliser l'arme nucléaire au cas où, quoi. c'était aussi le point qui avait été mis en avant sur une potentielle rentrée ou non de l'Ukraine dans l'OTAN. C'était que si l'Ukraine rentrait dans l'OTAN, ça voulait aussi dire que tous les autres membres de l'OTAN étaient de fait impliqués, parce que c'est ce que veulent les accords de l'OTAN, c'est-à-dire de fait étaient impliqués dans la guerre contre la Russie, alors que jusqu'à là c'était un jeu de dupes, parce qu'on avait les renseignements états-uniens qui servaient de renseignements pour les Ukrainiens, il y avait un partage de renseignements, on avait même des instructeurs qui étaient là depuis la guerre au Donbass, depuis plus de 10 ans en fait, en Ukraine pour, aider les Ukrainiens. On avait évidemment, du matériel américain, du matériel français aussi. On se souvient des canons anti-chars, je sais j'ai Oui, plus leur les nom canons exact. anti-chars des César, canons Ouais, des César. Césars, voilà. Mmh. Enfin, il y avait tout un tas de choses qui avaient été envoyées pour aider les Ukrainiens, mais il n'y avait pas d'hommes sur place et pas d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN pour éviter de se retrouver réellement dans une guerre directe, on va dire, contre la Russie, même si c'était toujours une guerre indirecte contre la Russie. Donc c'est une guerre qui dure maintenant depuis 3 ans pile poil, hein, parce que ça doit Mmh. être, fin février Ouais. 2022 si je ne m'abuse. Et là, on voit aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, c'est un peu les données que je te donne. On voit que le front, en fait, n'avance pas. L'Ukraine n'aura pas les moyens dans cette configuration, pour pouvoir, reprendre du terrain.
Donc on voit que c'est un front qui s'enlise et la Russie est quand même dans un état compliqué, mais elle peut tenir très longtemps comme ça parce qu'elle a réorienté son appareil industriel vers une espèce de keynésianisme de guerre en fait, là où avant il était très organisé sur le pétrole et le gaz, même s'il reste très important. Et donc elle a un système logistique qui n'est pas suffisant pour envahir toute l'Ukraine. On ne sait pas trop d'ailleurs si c'est le but, mais elle a largement aujourd'hui un système logistique pour contenir les Ukrainiens qui, eux, n'ont pas assez d'hommes et n'arrivent pas à mobiliser en fait les citoyens. Et on voit aujourd'hui que ça s'enlise et que les Ukrainiens eux-mêmes sont pas tous dans une volonté de maintenir l'état de guerre au sein de ce pays, quoi. Sans soutien d'autres coalitions, ils sont clairement en sous-effectif pour pouvoir reprendre le terrain. Ouais, et tu parlais de la ligne de front. Il y avait eu d'abord, bon, tout le monde s'en souvient, une avancée rapide des Russes, et puis un enlisement, puis un recul au final du front russe, jusqu'à ce qu'on se retrouve avec l'Ukraine qui contrôle certains territoires en Russie. Si mes souvenirs sont bons, on en était arrivé Oui, à ce point-là. Et à là, Koursk. Mmh. depuis quelques jours, on a un recul de cette ligne quand même, comme quoi, alors je ne sais pas si c'est un rapport avec le fait que les États-Unis aient arrêté de soutenir, que ce soit de démobilisation ou de perte aussi de renseignements, hein, parce qu'on rappelle que le fait de ne plus avoir les renseignements américains, c'est quand même une énorme perte pour les Ukrainiens, le fait que Trump ait annoncé ça et que de fait le partage ne se fasse plus. Mais la ligne a reculé. Je crois qu'ils contrôlaient 360 km² et qu'ils en ont perdu 120 en 24 heures, tu vois? Ouais, Enfin, un truc assez gros, quoi. mais ils en ont perdu. Alors, il y avait une suspension justement des États-Unis de leur aide et de leurs renseignements, voilà, justement pour pousser l'Ukraine à aller négocier. Donc ce soir, je sais pas si tu as vu, ils viennent de reprendre le soutien, Ah bon? parce que l'Ukraine, ouais, ça vient de tomber. Donc ce soir, là, on est Heu, le 11, hein, quand on tourne. le 11 mars, l'Ukraine s'engage à aller vers des négociations de paix. Donc ce qu'a dit l'administration Trump avec Vance, c'est bah, maintenant la balle est dans le camp de la Russie. En fait, ce qu'a fait l'administration américaine, c'est aligner Kiev et Zelensky sur la volonté de négocier la paix et de dire bah, maintenant qu'ils veulent négocier la paix, on reprend notre soutien. Voilà. Toute la problématique ici, c'est que, l'extrême droite passe pour le camp de la paix. C'est-à-dire que Trump joue aussi sur le plan, de sa politique intérieure peut-être et même sur le plan international, cette image de Biden voulait la guerre et nous on va obtenir la paix. Un peu comme on l'avait vu faire aussi avec le conflit israélo-palestinien, même si, le cessez-le-feu, avait été, suivi, tout de suite après, de propos totalement ahurissants de Trump sur, le fait, de faire de Gaza une nouvelle Riviera, de Alors, déporter tous les Palestiniens, tu vois? Mais il y a ce côté-là aussi de vouloir se montrer comme étant le visage de la paix, quoi. bah, c'est intéressant parce que justement, il veut se montrer le visage de la paix en Ukraine, mais il n'est pas du tout le visage de la paix en Palestine. Mais un temps, Euh, on aurait pu le croire, tu sais, quand il est ouais, on arrivé aurait et pu qu'il le a croire. Par exemple, typiquement, il a tout de suite suspendu la livraison d'armes pour l'Ukraine et il envoie aujourd'hui des armes à Israël, des armes de destruction beaucoup plus importantes et beaucoup plus violentes que ce qu'envoyait l'administration Biden. C'est-à-dire qu'il envoie des armes aujourd'hui plus pires que ce qu'envoyait Biden. Donc il joue un double jeu là-dessus. Effectivement, il y a un axe qui se dessine entre Trump, Netanyahou et Poutine. tu peux Alors, développer un peu ça? Parce que c'est pas évident, je trouve, notamment parce que en fait, il y a 2 positions à gauche. Si on voulait résumer, il y a une position qui est la position de certains partis, notamment trotskistes, qui va souvent avoir les mêmes avis que l'impérialisme atlantiste, on va dire, qui va être de soutien total à l'Ukraine dans un truc anti-Poutine et de soutien aussi à l'expansion de l'OTAN vers l'Est, même si évidemment ils ne le disent pas comme ça. Je ne sais plus si la LCR ou non, c'était le NPA à l'époque, qui avait soutenu l'opération en Libye. ouais, Voilà, enfin, qui ont toujours été sur cette ligne où, étonnamment, le NPA a très souvent les mêmes avis politiques qu'un Kluxman ou qu'un BHL, quoi. le Le plus A, c'est tout atlantiste, petit. c'est le NPAA. Vous pouvez garder NPA. Le A, ça va pour atlantiste. Mais c'est une Et petite de l'autre méthode. côté, vous avez un anti-impérialisme qui se dit anti-impérialisme, mais qui est surtout anti-atlantiste, anti-américain, et qui va être un peu plus campiste, et donc qui va avoir tendance à soutenir Ahmadinejad. Je l'ai dit vite parce que je sais pas le dire. À un autre moment, ça va être, je sais pas, Poutine, ou ça va être un soutien à Maduro, mais même quand on pourrait douter de Maduro, tu vois, ça va être soutien total tout le temps, tu vois. Et ça va être l'autre pôle de gauche
qui va être représenté cette fois-ci non pas par les trottes, mais par tantôt une partie du PCF ou les scissions du PCF un peu plus, on va dire, stale, entre guillemets, qui va être représenté aussi par une partie de la France insoumise. Même si la France insoumise, je pense, n'est pas aussi caricaturale qu'on pourrait le croire là-dessus, notamment qu'on voudrait nous faire croire à la télé, tu vois. Je pense même qu'il y a plusieurs lignes dans la France insoumise. Et donc, c'est pas facile de s'y retrouver. Et c'est pas non plus une bonne solution de dire ah bah non mais je soutiens ni l'un ni l'autre, parce que quand on soutient ni l'un ni l'autre, en réalité on soutient le plus fort. Parce qu'on fait le jeu de celui qui a déjà le pouvoir en disant ah bah non je soutiens ni l'un ni l'autre parce qu'en fait les deux c'est pas bien. Bah oui mais comment est-ce que tu te places toi là-dedans? Et donc Ouais, bref, j'aimerais bien que tu reviennes sur l'histoire de Poutine, parce que Poutine, ça a été quelqu'un qui a été soit ultra combattu par la gauche qui était plutôt anti-autoritaire et plutôt un peu atlantiste, et qui a été ultra soutenu par une gauche qui a vu en lui un monde multipolaire, c'est presque le reliquat de l'URSS, tu vois. Donc j'aimerais bien que tu nous parles un peu de tout ça. bah, on peut parler de ça. On peut revenir justement sur les relations russo-américaines. Ce qui se passe à la chute de l'URSS, c'est qu'on se retrouve avec donc Yeltsin, hein, la Fédération de Russie, qui elle, de fait, est très alignée sur Washington. D'ailleurs, cette problématique, hein, viendra aussi dans ce qu'on parle souvent des accords de Minsk, etc. C'est-à-dire la décision des frontières des États ce qu'on appelait la CEI à l'époque, des comités des États indépendants. Et la décision des frontières a été aussi un problème complexe, et notamment l'Ukraine, qui devait faire partie justement d'une zone, tu sais, qu'on appelle de finlandisation. Voilà. Mm. C'est aussi ce qu'il faut avoir en tête, hein. Il y a pas d'homogénéité vraiment dans le territoire ukrainien. C'est un territoire qui a été très longtemps sous impérialisme russe, mais ensuite l'URSS leur a donné une forme d'autonomie, et il y a eu historiquement donc une espèce de communauté ukrainienne qui s'est créée, de culture ukrainienne qui s'est créée à l'ouest, là où l'est est encore très russophone. Je prends par exemple l'exemple de la Crimée de Sébastopol. Je sais pas si tu sais ça, Padu, mais c'est un cadeau de Khrouchtchev Oui, je sais, ouais. pendant la période de l'URSS. Voilà. Il faut avoir ça Attends, en tête parce que. juste Ouais, je veux vas-y. répondre parce qu'après on va plus le voir. Il y a des gens qui disent j'ai été caricatural sur les trottes. Non mais j'étais caricatural sur tout, hein. Sur les trottes, sur ceux que j'ai appelés les stalls aussi, alors que la plupart sont pas stalls. J'ai été caricatural pour qu'on comprenne un peu où est le débat et à partir de quoi on veut réagir, quoi. Oui, oui, on est un peu grossier des fois pour aller vite, mais donc voilà, donc on a des pays qui sortis de l'URSS sont extrêmement difficiles à répartir, à lire, et enfin on sait que quand même un dépeçage de la Russie, et donc avec un Yeltsin très derrière les USA. Quand Poutine est arrivé, il a commencé justement à remettre en question cet alignement absolu que pouvait avoir la Russie sur les intérêts américains post-URSS, notamment en reprenant les oligarques, etc., et en essayant de retrouver une forme de nationalisme. Donc Poutine est un nationaliste bourgeois, mais qui voulait l'autonomie de la Russie, etc. Et donc il s'est allié de circonstances avec d'autres formes d'États beaucoup plus anti-impérialistes, notamment les États d'Amérique du Sud. À l'époque, on avait Chavez. Donc là, ça remonte dans les années 2000. Et puis, tu as parlé d'Ahmadinejad, ça doit être 2005 en Iran. Et donc, il y avait une espèce d'axe campiste qui se dessinait comme si, en fait, il y avait un axe anti-américain, anti-impérialiste. En réalité, c'est une union assez composite qui a bougé au fil des années. Il y a beaucoup d'opportunisme, hein, des nationalistes. Si vous prenez par exemple la société vénézuélienne de Chavez, le projet politique et le rapport à l'anti-impérialisme américain n'est pas du tout le même que l'anti-impérialisme russe, et le projet de Poutine en termes internes n'a rien à voir avec le projet qu'avait Chavez. C'est un peu grossier de les mettre dans le même camp, simplement parce qu'ils s'opposent à l'empire américain. Et c'est d'ailleurs le problème du campisme. Quand on est marxiste, on comprend qu'il n'y a vraiment qu'un seul empire, en fait, qu'un seul impérialisme, l'impérialisme majoritaire capitaliste. Et en face, il y a des résistances nationalistes, ce qui ne les valorise pas plus, hein. On peut avoir des résistances nationalistes beaucoup plus réactionnaires, violentes, dictatoriales que l'impérialisme économique capitaliste. Et donc, le campisme, il va se mettre quand justement on va essayer de confondre toutes les résistances nationales, qu'elles soient bourgeoises, réactionnaires, conservatrices ou progressistes. Et surtout, en plus, comme tu dis, de manière statique, quand on ne voit pas après les retournements d'alliance, etc. Et clairement,
Poutine joue, avec sa stabilité, joue depuis longtemps, l'avance-recul, avec les Européens, avec les Américains sur ce sujet. Voilà. Et Donc juste, j'ai envie de revenir sur là, tu as dit, un truc intéressant, tu dis: «C'est pas parce que il y a des résistances nationalistes à, l'impérialisme capitaliste, principal que, c'est mieux, c'est même parfois pire». Et moi, c'est souvent un argument que j'ai entendu dans la bouche de ceux qui, à gauche, se retrouvent au final tout le temps sur les positions atlantistes. C'est de dire: «Bah oui, mais quand même Kadhafi, il est plus sanguinaire que, les États-Unis qui restent un peu les droits de l'homme», tu vois? «Oui, mais Poutine, il est quand même pire que les États-Unis», des choses comme ça. Et ce à quoi moi j'ai toujours répondu que notre problème quand même en France, c'est de combattre l'impérialisme auquel on participe, c'est-à-dire l'impérialisme français qui s'inclut dans l'OTAN. Et que tu sais, c'est toujours une position universaliste un peu abstraite d'aller dire: «Oui, mais en Iran, il se passe des horreurs». Alors c'est vrai, tu vois? C'est pas faut pas soutenir les horreurs en Iran, mais de là à soutenir des interventions de ton propre ah oui, pays qui est mais impérialiste, je sais pas, en Libye, en Iran ou sur des territoires qui sont autres que le tien, tu vois, je trouve que c'est totalement absurde et qu'à ce moment-là, on sert à rien parce que s'opposer depuis la France à l'impérialisme ou à l'autoritarisme iranien, bah, c'est facile, je veux dire, enfin, tout le monde le fait, tu vois. Ça n'a pas, c'est pas notre rôle de militant communiste et progressiste et anti-impérialiste de faire ça, je trouve. qu'on soit d'accord, heu le fait de dire que l'impérialisme et sa violence légitime des nationalistes, réactionnaires, ne veut pas dire que, il faut, légitimer l'impérialisme, d'intervention dans ces pays-là, dans ces frontières-là. Mais ça, je l'ai déjà entendu, hein. Des gens qui disent: «Oui, mais quand même, Ça les États-Unis, c'est un peu moins pire que l'Iran». oui, bah, Si tu veux, frérot, mais je c'est le c'est pas problème l'Iran, tu vois? c'est le problème des fauteurs de guerre là. C'est-à-dire, c'est le problème des gens qui veulent intervenir, directement dans tous les pays. Des gens, par exemple, qui ont demandé que les Américains interviennent en Syrie, parce que Assad était un boucher. On est complètement d'accord avec ça. Mais il aurait fallu que les Américains ou que Hollande interviennent en Syrie. Enfin, clairement, les gens qui se disent de gauche se déshonorent quand ils légitiment les interventions américaines. Enfin, je veux dire, ici, on n'a pas de respect pour les talibans en Afghanistan, mais on sera toujours contre les interventions américaines. Et surtout qu'en plus, c'est les deux Position en même temps. pro-taliban, moi j'ai compris, hein. Ouais, C'est ce que voilà, c'est ça. j'ai compris de la position, moi. Prochaine fois, Zoé en burqa. Et donc, mais c'est l'impérialisme qui fabrique ces réactions-là. La tâche des gens progressistes, c'est de sortir de ce cycle-là. C'est-à-dire de sortir du cycle impérialisme et réaction. Et tu l'as bien dit, la tâche des progressistes dans un pays impérialiste comme la France, c'est de limiter les effets de l'impérialisme ou les soutiens de l'impérialisme français à l'impérialisme capitaliste général porté comme fer de lance par les États-Unis. Et là, on va revenir sur ce qu'on disait. Aujourd'hui, Trump veut la paix parce que, en fait, il a besoin des intérêts russes et de l'espace russe qui s'alignent avec ses intérêts économiques. On est dans un moment un peu particulier où des gens qui étaient historiquement atlantistes, Glucksmann, etc., vont passer pour des anti-atlantistes parce qu'ils veulent continuer la guerre avec la Russie et que Trump veut l'arrêter pour des intérêts particuliers. Donc là, vous voyez, tu vois comment ça brouille les pistes. Glucksmann va passer pour l'axe de la résistance anti-atlantiste. Et là, donc, il va falloir faire un petit peu élaguer là-dedans parce que c'est pas très clair, quoi. Donc voilà, Trump, lui, ne veut plus de la guerre avec la Russie parce qu'il veut s'aligner avec les intérêts de Moscou. Et d'ailleurs, hein, les Américains qui ont voté Trump sont majoritairement pour sortir d'une espèce de vision démocrate de l'impérialisme qui est le gendarme du monde, etc. C'est aussi son électorat qui est là-dessus, qui dit que on n'en a rien à foutre d'envoyer des GI partout dans le monde, il faut penser d'abord à nous, etc. Donc il y a un espèce de national-protectionnisme très libéral qui est en train de se dégager aux États-Unis. Et ce que veut Trump, lui, aujourd'hui, c'est mener une guerre commerciale absolue contre la Chine. Et pour ça, il a besoin d'accords avec la Russie et de reprendre le contrôle économique sur les ressources ukrainiennes, très importantes en termes de minerais, en termes d'agricoles, etc. Et elles étaient limitées dans leur exploitation à cause de la guerre. Donc pour mener la guerre commerciale avec la Chine, Trump a besoin de la paix dans cette zone du monde. Trump s'en fout en fait de sauver des Et comment Ukrainiens. tu sais? Pourquoi tu dis que son problème principal, c'est la Chine à Trump? Ça a toujours été la Chine, parce que ce que lui veut, en fait, c'est relancer l'économie interne américaine. Trump s'appuie sur un libéralisme et une économie locale américaine, c'est ça qu'il veut relancer, d'où son alliance avec Musk, etc. Il s'appuie justement sur la dynamique libérale économique américaine.
et beaucoup moins sur l'appareil militaro-industriel du gendarme du monde, qui était vraiment la logique démocrate. Voilà. Donc il a besoin de reprendre de la force de production. Il ne peut plus simplement être un pays consommateur de la production chinoise. Il veut réindustrialiser son pays pour pouvoir mener une bataille commerciale et sortir d'un déséquilibre commercial entre la Chine et les États-Unis. C'est ça qu'il a besoin de faire. Et son électorat, ce qui est intéressant, attend ça de lui, c'est-à-dire la relance économique, la sortie du chômage, etc. Parce que c'est un électorat, on l'a vu, hein, de classe, plutôt de classe racialisée, mais un électorat de classe qui s'inquiète du chômage, s'inquiète de l'inflation, etc. et qui veut reprendre l'hégémonie économique industrielle américaine dans le monde. Voilà. Donc ça, Trump, il a besoin de ça. On l'a annoncé, hein, dès l'élection, et on voit qu'il essaye de faire tout ça. Et donc, il fait du national protectionnisme. Donc là, il met des droits de douane un peu partout. On parlait de l'Ukraine. Il a annoncé tout à l'heure la suspension et l'organisation donc de la paix. Il a dit que dans la semaine, des accords sur les minerais ukrainiens seraient signés. Il l'a Mmh. annoncé en même temps tout à l'heure. Donc non, lui, il a besoin de ça. Et qu'est-ce qu'il a commencé par faire? Mettre des droits de douane sur la Chine, là, dans les premières semaines, premiers mois. Et là, la Chine essaye de remettre des droits de douane à l'inverse pour rentrer dans cette guerre-là. Mais on est dans une guerre, effectivement, qui va vers le protectionnisme économique. Ce qui est assez classique, hein. À la fin du 19e siècle, la première grande crise capitaliste, la première grande crise de mondialisation capitaliste, c'est une crise de baisse tendancielle du taux de profit de 1870 à 1900. On a vu justement, pour résoudre cette crise-là, le protectionnisme être inventé par les bourgeois libéraux pour pouvoir justement relocaliser, mettre des droits de douane, etc. Ce protectionnisme-là a échoué et il est allé très loin, il a dégénéré dans la Première Grande Guerre mondiale. Parce que le problème de ce protectionnisme, c'est qu'il favorise aussi l'instinct nationaliste. Et on voit comment justement Trump joue sur ses deux jambes. Le national libéral protectionniste, qui est une sortie du néolibéralisme mondialisé des démocrates et même des néoconservateurs, et un espèce de nationalisme fasciste, proto-fasciste, etc., qui justement est une idéologie de la grandeur, de la supériorité américaine, civilisationnelle, etc., qui va justement légitimer le fait même. Vous voyez, là, il commence à être en récession. On peut regarder, hein, des sources, etc. La bourse américaine explose, le chômage commence à monter, on voit des défauts de crédit qui montent comme au niveau de 2008. Et là, l'administration Trump dit qu'il va y avoir une période de transition économique. Il va falloir serrer la ceinture. Et là, c'est typiquement le discours nationaliste protectionniste qui dit il va falloir serrer la ceinture, mais c'est dans l'intérêt collectif de la nation, du pays, quoi. Et Mmh. donc, Trump est en train de construire ça. Mais au niveau des dynamiques, au final, moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que la Chine qui a été, pendant des années et des années, la productrice notamment de bon, des pays occidentaux et notamment des USA à bas coût, l'est de moins en moins. Les salaires chinois sont de plus en plus hauts, ça coûte de plus en plus de produire en Chine et c'est peut-être aussi pour ça, notamment on l'avait développé une fois en capsule, qu'il y a un besoin de protectionnisme pour les pays, d'Europe et notamment pour les pays, pour les États-Unis là, qui sont les premiers là-dessus, 1er grand pays capitaliste, on va dire, à revenir à ça. C'est-à-dire, plutôt que de produire en Chine, des choses qui au final permettent de moins en moins de taux de profit parce que c'est de plus en plus cher de produire en Chine, essayer de revenir sur un marché plus local, sur une production locale plutôt. Mais de fait, ils vont avoir besoin aussi de faire chuter les salaires aux États-Unis s'ils veulent pouvoir faire ça, s'ils veulent pouvoir produire à bas coût et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une crise actuelle une période, comme il dit, de turbulence, on va dire, économique aux États-Unis. Parce qu'ils ont besoin de restructurer une économie pour qu'elle soit concurrentielle de manière interne, avec une production interne, alors que jusque-là, elle tenait plutôt sur une production externe. Quoique c'est peut-être un peu moins vrai ça aux États-Unis que dans un pays comme la France, par exemple, mais quand même. On est d'accord. Ce que tu dis là, en fait, la baisse tendancielle du taux de profit, parce que les entreprises américaines, hein, qui produisent en Chine, elles voient justement leurs profits se tarir. Et effectivement, le profit qui était dégagé par ce qu'on appelle l'échange inégal en Chine commence à se tarir. Donc de fait, ça crée une crise économique, c'est-à-dire que avant, on pouvait avoir un appareil d'État désindustrialisé, mais qui profitait de son hégémonie grâce à l'échange inégal, c'est-à-dire qu'il pouvait avoir des hauts niveaux de salaire et des hauts niveaux de consommation. Là, ce qu'on voit, c'est que petit à petit,
le profit se résorbe et donc on voit un pays qui, en plus d'être désindustrialisé, a ses classes intérieures, ses consommateurs, et ses travailleurs intérieurs qui voient leur pouvoir d'achat se réduire. À cause de justement ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire l'égalisation entre la production chinoise, les salaires chinois et le niveau de vie américain. Je rappelle hein, que les Chinois aujourd'hui, le salaire moyen chinois est supérieur à des pays européens, hein, à des pays comme le Portugal, etc. Considérer que les Chinois aujourd'hui produisent avec des coûts très bas parce que c'est simplement sur la main-d'œuvre qu'ils font les économies, ça c'est une vision des années 70-80. Aujourd'hui, les Chinois produisent énormément pour le monde entier à des très bas coûts parce qu'ils ont l'appareil industriel et la planification industrielle la plus performante et la plus avancée du monde. L'Europe et les États-Unis ne leur arrivent pas à la cheville. L'appareil industriel américain et l'appareil industriel européen sont 30 ans en retard aujourd'hui sur les appareils industriels chinois. Voilà. OK, le bandeur de Xi Jinping. Non, mais pourquoi je le dis ça? Parce que justement, les Chinois ont été obligés, pour pouvoir garder leur position de manufacturier du monde, de rendre ultra productif leur appareil industriel pour compenser la hausse des salaires de leurs ouvriers. Sinon, ils n'auraient pas pu continuer justement d'être l'atelier du monde, comme on dit. Et ça, aujourd'hui, malgré tout, bah, les Chinois et puis les problèmes de logistique mondiale font que bah, ces produits-là continuent d'avoir de l'inflation et qu'en face, la faible croissance occidentale fait que les consommateurs ont de moins en moins de pouvoir d'achat. On se rend compte qu'on est en décroissance et donc il y a une crise économique fondamentale et du taux de profit américain et des travailleurs américains, enfin des classes américaines justement, qui voient leur pouvoir d'achat, leur confort chuter et donc qui veulent reprendre une place importante dans les hiérarchies mondiales. Et c'est ce que leur promet Trump. Voilà. Ce que leur promet Trump, c'est un nationalisme protectionniste pour pouvoir reprendre leur confort, le fait d'être le pays le plus avancé, le plus riche dans le monde. Voilà. Je voulais revenir sur, un truc assez, marrant qui s'était passé, tu sais, quand, Trump a interdit TikTok là. Oui, Que, les Américains, des internautes américains se sont retrouvés sur des réseaux chinois, à parler avec des Chinois, à se rendre compte qu'en fait, il y avait certains trucs auxquels ils n'avaient pas accès aux États-Unis et auxquels en Chine, en fait, ça paraissait évident qu'on avait accès à ça, tu vois? Et il y a eu un effet, tu sais, presque, chute du mur de Berlin à l'envers, tu vois? Alors que, d'un point de vue occidental, étant donné qu'on est un petit peu, européocentré, où on a toujours l'impression d'être le centre du monde et puis que, la Chine, c'est des gens, presque arriérés, ultra pauvres, on s'attendrait jamais à ça, quoi. ils sont la deuxième puissance économique mondiale, hein. Il reste effectivement encore des zones très agricoles, très pauvres en Chine, parce que c'est un pays continent. Mais comme il y a 30 ou 40 millions de gens sous le seuil de pauvreté aux États-Unis, l'équivalent de la moitié de la France, enfin d'un gros État européen qui vit sous le seuil de pauvreté aux États-Unis, hein. Il faut quand même avoir ça en tête. La Chine est une puissance très très importante. Elle a des problèmes, hein. Justement, elle est trop, comme on l'a dit, orientée vers l'export. Elle grossit un peu avec son marché intérieur, mais il est insuffisant. Et son appareil industriel n'est pas organisé pour pouvoir fournir le marché intérieur. Il est vraiment orienté pour pouvoir fournir, on va dire, du surplus à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes devraient le réorienter. Ils ont vécu une crise immobilière importante. Et vous voyez, là, par exemple, ils ont essayé de s'équilibrer avec Trump en disant bah, nous aussi, on va mettre des droits de douane. Ils ont parlé de droits de douane de 50 à 60%, etc. Aujourd'hui, ils ont fait que 10, quoi. Pour eux, c'est un problème de ne pas faire rentrer des matières premières américaines dont ils ont besoin pour pouvoir les transformer, fabriquer du produit manufacturé en Chine pour le vendre aux États-Unis. Donc là, il y a vraiment une guerre qui s'enclenche. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait, voilà, Trump a besoin de faire la paix en Europe et aux frontières de la Russie parce que c'est une zone d'intérêt très importante pour pouvoir mener une guerre commerciale avec la Chine. Il ne peut pas ouvrir un front de guerre commerciale avec la Chine sans avoir des accords de minerais, agricoles, etc. dans cette zone-là. C'est très très important. Mais, du point de vue de la Chine, tu as parlé un petit peu que c'était compliqué pour eux de mettre vraiment des taux douaniers importants, quoi. Mais, eux, dans cette histoire-là, ils sont beaucoup plus perdants au final parce que moi, ce que j'avais compris avec la guerre en Ukraine, la Chine avait récupéré énormément, de marchés, que la Russie destinait au final, à l'Occident, mais que les sanctions
avait fait se rediriger vers la Chine, mais à moindre coût parce que la Russie n'ayant plus que la Chine comme, grosse possibilité d'exportation, par exemple du gaz russe ou de matières premières russes, la Chine tirait plutôt, bien son épingle du jeu dans cette histoire, quoi. Ce qui peut expliquer aussi pourquoi, leur soutien a été, assez faible au final à l'intervention russe, qu'il n'y a même pas eu vraiment de soutien. En fait, ils sont restés, un peu neutres. Alors que si, cette situation les avait gênés, on aurait peut-être pu imaginer, même si c'est un peu contraire aux doctrines, chinoises habituelles, mais qu'ils aient un soutien beaucoup plus franc à la Russie, quoi. Donc cette histoire, ça les arrange pas du tout en réalité. Non, pas du tout. Les Chinois savent très bien pourquoi les Américains veulent la paix en Ukraine, en Russie. On peut pas dire qu'ils ont profité de la guerre tant que ça. Ce qui a profité de la guerre aujourd'hui, c'est quand même la Russie, hein, en termes d'hégémonie. Je rappelle quand même que nos petits 20 ans de guerre français, Macron ou les Bruno Le Allemands, Maire, Bruno Le qui Maire, voulait mettre etc. à genoux la Russie. Hein, je rappelle pendant ce temps-là qu'on a toujours acheté du gaz russe, hein, et du pétrole russe pendant 3 ans, hein. Et qu'aujourd'hui, qui a payé le prix de la guerre? C'est tous les gens là, je sais pas dans le chat combien si vous chauffez au gaz. Tout ça est une blague. Ça a énormément profité à la Russie, cette guerre, par l'achat de carburant et d'hydrocarbures par les mêmes qui voulaient, comme tu dis, mettre la Russie en crise, etc. Donc les Européens ont compensé en rentrant dans l'économie qu'on parlait tout à l'heure de démocrate de guerre. Voilà. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit par exemple les effets sur la bourse américaine. Ces droits de douane faire chuter la bourse de manière très très importante, chuter les coûts de l'appareil militaro-industriel. Et qu'est-ce qui se passe? Pas du. L'appareil militaro-industriel français et anglais, qui sont les deux plus gros après la Russie et les États-Unis, grimpé en flèche. Donc si vous avez des actions chez Dassault, J'ai des actions euh, chez Dassault. grâce à Glucksmann et à Trump, vous allez vous enrichir. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut un petit peu... maintenant, si on veut parler de l'Ukraine, il n'y a pas 50 solutions. L'Ukraine ne gagnera pas, ne pourra pas reprendre ses territoires. Pourquoi? Parce que ils n'en ont pas les moyens. Même si demain on leur donnait des milliers d'armes, ils n'ont pas les forces logistiques et le nombre de personnes, le nombre de citoyens à porter ces armes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez bien arroser un pays de 100 000 fusils. S'il n'y a que 10 000 hommes, ça ne sert à rien d'avoir 10 fusils sur soi. Ça marche qu'à Modern Warfare, quoi, à Call of Duty, de pouvoir porter 10 fusils, de lance-roquettes, etc. Donc, il manque d'hommes. Personne ne va envoyer des hommes. Donc, il y a deux solutions pour l'Ukraine. C'est sûr que La- Glucksmann, il va pas envoyer des hommes? qui commence par s'envoyer lui-même. Vous voyez. Là, moi, je pense qu'il faut quand même être clair. Quand on est de gauche, on est pour la paix. Arrêtez de vous faire intimider par les va-t-en-guerre qui vous traitent de munichois, etc. Non, quand on est de gauche, on est pour la paix. Surtout dans ce genre de guerre nationaliste et impérialiste qu'on trouve en Ukraine et en Russie. La question aujourd'hui, c'est comment l'Ukraine, qui subit justement et le nationalisme russe et l'impérialisme américain, va s'en sortir. Il y a deux possibilités. Il va falloir faire un choix, soit une forme de retrouver les frontières ukrainiennes initiales, avec une négociation de neutralisation, finlandisation de l'Ukraine. Je ne sais pas si l'administration Trump va vers ça. C'est pas impossible, hein, qu'elle demande à la Russie de se retirer et de revenir aux accords de Minsk en disant on assure justement la finlandisation, la neutralisation, et donc pas de rentrée de l'Ukraine dans l'OTAN, pas de rentrée de l'Ukraine dans l'UE. Ou alors penser l'hétérogénéité de ce pays avec effectivement peut-être une partie russophone à l'est qui serait annexée par la Russie et une partie à l'ouest, Kiev, etc., qui, elle, pourrait rejoindre, un peu comme dans le processus de post-yougoslave, rejoindre l'Union européenne. Voilà. Donc là, nous, à gauche, ce qu'il faut se poser la question, c'est l'autodétermination des peuples dans un processus de paix. Et là, les Européens ne sont pas là-dedans, mais avec des pays européens progressistes, on pourrait justement s'assurer que des référendums soient tenus à l'Est, à l'Ouest, pour voir ce que les populations veulent de leur destinée future. Voilà. Il y a toujours un truc, moi, qui me questionne avec ce concept d'autodétermination des peuples. Qui choisit qu'est-ce qu'un peuple, tu vois? Parce que tu peux toujours redécouper plus bas pour essayer de fractionner des peuples. Parce que là, tu te dis, oui, on peut faire choisir à l'Est et à l'Ouest, mais on pourrait très bien dire, on fait choisir les Ukrainiens en général. Sauf que dans les Ukrainiens en général, il y a peut-être des gens qui, à 99%, veulent rejoindre la Fédération de Russie et qui sont à l'Est, par exemple. Et c'est Oui, pareil, si tu prends la Chine, et si tu dis, on fait voter les Chinois, c'est pas pareil si tu fais voter d'un côté les Tibétains, de l'autre côté les Mhm. Ouïghours, ouais.
Mmh. Tu vois? Enfin, c'est pas exactement les mêmes populations et donc qu'est-ce que tu appelles un peuple? Moi, je trouve que, le concept d'autodétermination des peuples, même si je le comprends tout à fait, il peut être réutilisé dans une perspective impérialiste de, balkanisation des territoires. On est d'accord. Mmh. On est d'accord. C'est un vrai problème et c'est toujours la question de, comme tu le dis, soit des fois, dans une certaine forme de référendum trop large, tu minores des minorités qui, n'ont pas du tout les mêmes intérêts. Je sais pas, un référendum turc, va masquer les Kurdes. Un référendum français sur l'autodétermination des peuples va masquer toutes les colonies qu'on a, aux Caraïbes, et cetera, dans l'océan Indien et tout. Et de l'autre côté, effectivement, un découpage trop, pointu, peut, amener une balkanisation et empêcher des États d'exister et donc demain de s'opposer, à l'impérialisme. On est complètement d'accord. Clairement, c'est toujours un problème un peu particulier et donc là, bah, il faut essayer d'avoir des découpages le plus, cohérents possible, mais il y a pas de loi, je suis d'accord, il y a pas de loi clé en main pour dire, qui sont les peuples, qui doivent décider quel est le découpage. Je suis d'accord. Aujourd'hui, qui serait pro Après je dis ça, si ça se trouve, tu fais voter à l'ouest et à l'est et ils ont le même avis. Tu vois? Ça, c'est possible aussi. Auquel cas, bah, le problème ne se pose pas, tu vois? Mais je suis pas persuadé. mmh. Et c'est pour ça, effectivement. En fait, je pense pas, hein, je pense pas du tout. Ce qui était déjà le cas c'est pour ça aussi que c'est un pays qui est pas en guerre depuis 2022, qui est en guerre depuis 2014, parce que justement ils ont cette hétérogénéité, depuis la chute de l'URSS, en effet. Mais Je tu crois vois que tu as comme, Outfolk le chat, ils disent PTDR, il a osé appeler les DOM-TOM colonies, je rêve. mais pourquoi je fais tout le temps ça? Non, je sais pas, j'ai même pas fait gaffe, quoi. C'est grave, non? Le chat m'en veut? Ah, le chat t'en veut, ouais. Le chat t'en veut tout à fait, ouais. Colonie, il y a quoi? Colonie? Bah, pardon, pardon le chat, c'est comme ça que je considère le rapport, national, au DOM-TOM. Voilà. Je ne changerai rien et donc oui, effectivement, le découpage national, c'est pour ça qu'on critique aussi, hein, la référence à l'État-nation, ces derniers temps, c'est aussi parce que, elle masque des rapports qui sont des rapports de classe. En premier lieu, c'est ce qui nous intéresse, mais elle masque aussi des rapports de minorité culturelle et là, aujourd'hui, bah, pour l'Ukraine, il va falloir faire le choix de la paix. Ça, c'est le choix progressiste et de gauche. Voilà. Il n'y a aucune personne qui peut se prétendre de gauche en voulant envoyer des armes en Ukraine pour que la guerre continue. Surtout dans une guerre aussi asymétrique où justement ça ne profite que à l'appareil industrialo-militaire et dans une guerre qui peut durer 15 ou 10 ans juste pour faire du profit avec des rafales et des canons César. Je rappelle, hein, que c'est l'honneur des bolcheviks en 17, contrairement aux communistes allemands, contrairement aux socialistes français, et d'avoir, dès le départ, quand ils sont arrivés au pouvoir en 17, sorti de cette boucherie qui était la Première Guerre mondiale. Vraiment, aujourd'hui, les gens les plus à droite sont vraiment des gens comme Glucksmann, quoi, qui nous font croire que l'Ukraine peut gagner alors qu'elle ne pourra pas gagner avec l'envoi d'armes. Elle ne pourra pas gagner avec l'envoi d'armes. Elle va juste s'enfermer dans de la dette et dans de la violence pendant 20 ans. Moi, je dis, Chris est totalement pro-Poutine, mais après, Moi, je suis pro-Poutine. Ouais. bah, ouais, ouais, moi, tu pour désarmer les Ukrainiens et tu même pour armer Poutine, mais tu pas le dire en live, mais tu Non, me l'as dit avant, là. Tu m'as dit: On va envoyer des armes à non, mais Poutine». ce que je veux dire, c'est que oui, c'est dramatique ce qui arrive à l'Ukraine, mais elle ne s'en sortira pas avec l'envoi d'armes. Et aujourd'hui, les Ukrainiens ne mobilisent plus. Ils n'arrivent plus à mobiliser. Voilà. Donc, c'est très facile d'avoir une position. Moi, j'aimerais bien, hein, que envoyer des armes, ça ramène Poutine dans ses frontières de 2022, voire de 2014. Mais ça n'arrivera pas. Ça fait 3 ans que c'est comme ça. Ça peut encore durer 10 ans comme ça. Donc, moi, ceux qui disent envoyons des armes, on vient de le faire. L'Ukraine ne peut pas gagner dans cette configuration. Voilà. Donc, vous voulez que la France intervienne en Russie? Vous voulez que la France envoie des troupes en Russie? Qu'il y ait une coalition comme en Afghanistan, comme en Irak? La problématique, c'est aujourd'hui comment on arrête la boucherie. Je vois dans le chat des gens qui disent le Vietnam, l'Afghanistan, ça a duré 10 ans. Et qui a gagné au final? Bah, au Vietnam, ils ont fini par gagner, mais parce qu'ils étaient soutenus par l'URSS. Bah, je veux dire, le rapport de force n'était pas du tout le même. Le rapport de force aujourd'hui ne permettra pas à l'Ukraine de gagner. Personne ne va envoyer des gens là-bas. Donc, qui va envoyer des gens en Ukraine? Personne. Voilà. Donc, envoyer des armes, vous avez l'impression que c'est aider l'Ukraine, vous ne faites que faire monter les actions d'assaut. Voilà. C'est tout. C'est tout.
Le Vietnam n'a pas gagné contre les Américains simplement par l'envoi d'armes. L'Afghanistan n'a pas combattu l'URSS simplement par l'envoi d'armes dans les années 80. Et si les Américains sont sortis de l'Afghanistan, ce n'est pas parce qu'on a envoyé des armes aux Afghans. Par la résistance locale. C'est parce que les Américains n'avaient plus d'intérêt en Afghanistan. Ce n'est pas une guerre de libération, ce qui s'est passé, la sortie des Américains au début de l'administration Biden. Voilà. Donc non, il faut être dans le camp de la paix. Et la paix, bah, il faut qu'elle profite au maximum aux populations. C'est tout. Il y a Prof Interne qui rappelle qu'il y a des légions de volontaires en Ukraine pour ceux qui sont intéressés, hein. Oui, voilà, c'est ça. Des gens qui disent comment tu imposes la paix à Poutine. J'ai l'impression qu'ils inversent un peu Ah oui. comment tu imposes la paix. J'ai envie de prendre le truc inverse. Comment, en envoyant des armes et sans négocier, tu vas imposer la paix? Tu peux pas, en fait. Et Poutine a montré ces dernières années qu'en fait, il s'en foutait, que la situation ne le gênait pas tant que ça. Il a beaucoup plus d'hommes. Il a une économie qui a fini par encaisser le choc et qui s'est restructurée autour de la guerre. Bah, Poutine, lui, ça peut durer longtemps, Ça peut et durer. à la limite, au niveau politique, maintenant, ça l'a vraiment ancré, totalement. C'est-à-dire que maintenant, c'est le chef de guerre. Au début, il y a eu, les histoires, avec, je sais plus comment il s'appelle, le gars, qui avait tenté un putsch et tout ça, mais maintenant, il est vraiment droit dans ses bottes, et faire durer, cette guerre-là, ça va rien apporter de plus. En fait, ce serait pas la même chose si on se disait: «L'Ukraine peut gagner». Mais à partir du moment où, on n'aura pas de nouveauté à part de l'envoi d'armes et des troupes qui sont de moins en moins à même de combattre, je vois pas comment l'Ukraine peut gagner dans Non. cette configuration-là. Encore une fois, ce serait pas pareil si tu avais une intervention américaine. Mais est-ce que vous êtes pour une intervention américaine en Ukraine? Encore une fois, c'est un peu ça le choix que vous devez faire. Comme je disais au début, le problème, c'est de ne pas faire de choix ou de penser qu'on est dans le statu quo et que ce qu'on fait n'a pas de conséquences. Envoyer des armes, ça a des conséquences, c'est rallonger la guerre en réalité. C'est faire du. Tant que vous ne forcez pas, une négociation, vous rallongez la guerre. Mm. Et là, moi, je t'ai envoyé des sources, hein, justement, qui montrent, bah, sur Al Jazeera, par exemple, comment justement l'Ukraine a du mal à mobiliser les gens, c'est-à-dire. Je les euh, mettrai en c'est des trucs en anglais et tout, je vais pas les montrer en live, c'est un Ouais, peu ok. chiant, mais je les mettrai, en description, tes Ouais. sources. Donc, faut pas se raconter des histoires, faut pas se faire plaisir à distance en se disant hop, il suffit d'envoyer des armes, de faire tourner notre appareil militaro-industriel, et puis on est le camp du bien, etc. Non, tout ça, c'est du blabla. Ça ne va pas fonctionner. À la rigueur, j'ai envie de dire, on aurait le bénéfice du doute en avril, mai 2022, ça fait 3 ans. Voilà. Là, pareil, il y a eu un choc quand il y a eu effectivement un afflux d'armes et une forte résistance des Ukrainiens pour les Russes. Aujourd'hui, les Russes se sont reconfigurés et ils peuvent tenir. Et les Occidentaux sont les pires cyniques dans l'histoire. Ils continuent d'acheter du gaz russe et de vendre des armes à l'Ukraine avec des crédits de guerre et avec des conditions de remboursement de crédit qui vont demander à l'Ukraine de libéraliser, néolibéraliser leur pays. Donc, croire qu'aujourd'hui, on a des gouvernements qui travaillent dans l'intérêt de l'Ukraine et qui veulent défendre l'Ukraine, tout ça est absolument bidon. C'est vraiment de la guerre impérialiste, de pays impérialistes qui se refont une santé, qui se refont une croissance qui n'existe plus dans leur pays pour des raisons qu'on a expliquées, voilà, sur la guerre et sur la violence d'un pays proxy qu'est l'Ukraine. Et puis on rappelle encore une fois ce qu'on disait au début sur le fait que vous êtes dans un pays, qui a un impérialisme, qui soutient un certain impérialisme, qui n'a pas rien à voir avec cette guerre. Vous seriez habitant de la Fédération de Russie, vous aurez peut-être pas même le même discours à tenir. C'est-à-dire que votre ennemi serait Vladimir Poutine de manière assez évidente et vous ne feriez pas les mêmes choix. La question, c'est toujours, est-ce que dans la situation d'être dans un pays impérialiste, vous êtes pour mettre de l'huile sur le feu, du côté qui va juste renforcer votre impérialisme? Ça n'a pas trop de sens, je trouve. Ouais. Alors, il y a des questions intéressantes. Comment on fait plaisir à Poutine? Bah, effectivement, une fois qu'on fait Comment on fait le. plaisir? Euh, Putain, j'ai des. Chris a 2 doigts de Comment. sucer Poutine. Là, il est tellement pro-russe qu'il est à 2 doigts de sucer Poutine en live. J'étais là, on se fait plaisir, les gens qui se font plaisir, c'est pour ça que je reste sur ce mot. Comment on se fait confiance à Poutine? Non, bah effectivement, les conditions de la paix, c'est important. Donc, si on négocie la paix, il faut absolument qu'on fasse en sorte que Poutine n'aille pas plus loin. Moi, je ne pense pas que Poutine ait quelconque velléité sur des États comme les États baltes. Ça a toujours été une ligne claire chez Poutine, notamment dans l'entrée dans l'Europe des États baltes. Il n'y a pas eu de souci dans l'entrée de la Pologne. La ligne claire, c'est les accords de Minsk.
pas En touche à plus, il y en l'Ukraine. a qui sont dans l'OTAN, dans les États baltes. Bah, bien sûr, ils sont dans l'OTAN et dans l'UE. Chez Poutine, la clé, c'est l'Ukraine et la Biélorussie. Mais on peut s'assurer effectivement de renforcer. Moi, ça ne me choquerait pas, par exemple, que si les États baltes demandent un soutien de troupes françaises dans le cadre de l'UE pour protéger ses frontières parce que Poutine pourrait avoir des velléités, moi, ça ne me gênerait pas qu'on envoie des troupes françaises là-bas pour défendre les frontières. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On voit bien d'ailleurs l'incapacité de Poutine à tenir ne serait-ce que l'Ukraine. Il n'a pas les capacités d'ouvrir un multiple front, et en plus avec l'OTAN et l'UE. Voilà. Donc non, effectivement, il faut des conditions de la paix. Si demain l'Ukraine devient une zone de neutralisation, bah, il faudra se poser la question de comment on défend cette neutralité dans cette zone de finlandisation. Si elle se partitionne avec un État à l'ouest qui rejoint l'UE, pareil, il faudra se poser la question de comment l'UE, une coalition européenne, défend ses frontières, etc. Et ce qu'il advient de la partie est. Donc oui, il faudra se poser les questions des conditions de la paix, ouais. Mais pour finir, peut-être, on pourrait parler de la position, des différentes positions à gauche. On a vu la France insoumise d'ailleurs changer un peu de position. Je vous avais vu il y a 3 ans être contre le fait de prendre des avoirs russes, de prendre des biens russes en France, de geler Oui, les avoirs. oui. Et maintenant ils sont pour. Ils Ils essaient de sont se pour le gel. démarquer du RN notamment pour pas passer dans la théorie un peu du ah bah vous êtes pro-Trump, tu vois, parce que c'est un peu ce qui est en train de se jouer. Et là, même on le voit même dans le chat. Alors il y a des gens qui sont tout à fait d'accord avec nous et d'autres qui vont être beaucoup plus en mode on est pro-russe et on sait comment ça se finit à la télé avec Nathalie Saint-Cric, ça finit vous êtes pro-Trump, tu vois. La France insoumise, les communistes, vous êtes comme l'extrême droite. Quelle carte ils sont en train de jouer et quelle carte il faudrait qu'ils jouent d'après toi? Alors, à gauche, il y a plusieurs cartes. Il y a des cartes pro-guerre, ça on l'a dit, Glucksmann, Jadot, voilà. Et certains partis, comme tu l'as dit tout à l'heure, trotskistes, qui sont internationalistes, mais qui des fois se confondent dans le nationalisme, on ne sait pas trop comment. Donc ça, c'est vraiment les partis les plus néoconservateurs. Voilà. J'allais dire atlantistes, mais du Hmm. coup, c'est plus trop le cas en ce moment. C'est un double tranchant Euh, maintenant, ouais. Ouais, voilà. On a une position LFI, comme tu dis, qui est pas très lisible. Il y a une aile droite, comme Manon Aubry, qui co-signe des résolutions de l'UE pour armer l'Ukraine, qu'elle adhère à l'OTAN, etc. À la FI, ça s'abstient, avec leurs députés du POI qui votent contre. Voilà. C'est compliqué. Et là, maintenant, il y a von der Leyen qui a fait un plan, tu sais, les 800 milliards là, pour aider l'Ukraine. Là, a priori, ils vont voter contre. Voilà. La logique de la FI, c'est d'être le camp de la paix. 800 milliards, putain, ça va sortir d'où encore tout ça? Bah, ça va sortir. Tu sais, ils sont prêts à sortir des 3% du pacte austéritaire, mais pour la guerre, quoi. Donc, vous voyez, là, on est en 14, hein. Là, on est en 14, en 1913. Voilà. Donc, tous les gens là qui soutiennent ça, bah, l'étape d'après, si vous voulez vraiment aller au bout, c'est la mobilisation, hein. Là, ils sont en train, comme on l'a dit, de relancer l'économie et calmer la tension sociale avec la guerre. Donc là, ils sont prêts, comme l'a dit von der Leyen, à sortir des 3% maximum d'endettement si c'est pour des crédits de guerre. En vrai, quand on parle du monde à l'envers, tu vois, t'as des gens qui meurent en Méditerranée, jamais les gars ils vont lâcher un centime pour Ouais, sauver les gens. Par contre, pour aller payer des crédits de guerre pour faire durer des boucheries, les gars ils sont chauds comme tout, tu vois. mais rappelle-toi de la phrase, en Ukraine, ils sont blancs et ils ont des voitures comme nous. Tu sais, ça n'a. Ouais, 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 ouais. Rappelle de ça. Donc, Y a pas de donc voiture en Syrie, hein, c'est connu. ouais, c'est ça. L'Europe montre aussi toute sa dimension racialo-suprémaciste quand elle fait de l'Ukraine le fer de lance de sa politique pro-vie. L'Europe est une Europe forteresse qui tue tous les jours, qui est une politique de la mort continue en Méditerranée, mais elle nous fait croire qu'elle défend la vie et qu'elle défend l'honneur des nations libres en stimulant l'appareil militaro-industriel pour aider l'Ukraine. Ça, c'est ma meilleure take, hein. Ma meilleure take pro-Frexit, c'est de dire que l'UE, c'est un projet suprémaciste blanc, hein, mais Voilà. Bon, bah ça, tu sais bien que là-dessus, on travaille le sujet depuis un moment. Donc la FI, elle est le parti de la paix et elle a raison. elle veut passer pour le parti de la paix. Voilà. Non, non, mais je pense qu'elle l'est, mais c'est pas Oui, toujours oui, simple. oui, mais il va falloir le montrer aux yeux de tous, tu vois. On est d'accord. Et surtout, ce serait une catastrophe de laisser l'extrême droite être le parti de la paix. Tu vois.
Ça, ce serait vraiment une catastrophe. Le RN ne peut pas apparaître, surtout avec toutes les casseroles pro-Poutine qu'ils ont, ne peut pas apparaître comme le parti de la paix. C'est inadmissible et ce serait honteux et ce serait vraiment un déshonneur pour tous les partis de gauche, quoi. Et j'ai pas Donc, vu Roussel, il se place où là-dedans? alors Roussel, lui, il est dans le ventre mou de l'AFI. Tu vois, il est entre l'aile gauche et je te parlais, il y a le POI qui est contre les crédits de guerre, et puis tu as Manon Aubry. Lui, il est dans le centre, il est dans le marais. Je sais pas, tu sais ce que c'est la ref au marais. Voilà. Il est dans le marais de l'AFI. Il vote les crédits de guerre à l'Assemblée, et puis il se plaint un peu, etc. Donc ouais, enfin, comme On se souvient que dans. c'était un gars qui, dans son programme, avait la sortie de l'OTAN, mais quand il y a eu la guerre en Ukraine, il s'est mis à dire oui, mais pas maintenant. Tu sais, genre que le gars, au moment où à la limite ça a le plus d'intérêt, tu vois, d'avoir un coup fort, c'est la France qui sortirait de l'OTAN à un moment important, ce qui n'empêche pas forcément d'aider en plus, tu vois. Tu peux très bien dire on sort de l'OTAN, mais on considère que l'Ukraine c'est important, on est de l'Ukraine, tu vois. Ça, c'était possible de faire ça, même si tu voulais aider l'Ukraine et sortir de l'OTAN. Parce que l'OTAN nous amène tout un tas de politiques impérialistes en plus du conflit russo-ukrainien en tant que tel. Mais non, le gars a dit c'est pas le moment. C'est-à-dire que le mec, C'est- c'est jamais le moment, quoi. C'est si en temps de guerre, c'est pas le moment, je sais pas quand c'est le moment, quoi. Non, mais tu sais, moi je dis souvent, Thorez a dit il faut savoir arrêter une grève, tu vois. Et Roussel, lui, il dit il faut savoir ne pas démarrer une grève. Tu vois, c'est l'étape d'après, quoi. Il Et paraît que Alma Dufour a dit qu'elle était OK pour les crédits de guerre si c'était les riches qui payaient. Et alors elle dit, ça, j'ai pas saisi, dans le chat, il dit, j'ai pas saisi sa position. ça me fait rire parce que la France est un des pays avec la bourgeoisie la plus parasitaire de tous les temps et la plus forte, où l'impôt sur le revenu était le plus tardif. Et l'impôt sur le revenu est apparu pendant la guerre en France. On a fait payer les riches quand il fallait alimenter la guerre. Et donc là, ils nous refont le même coup de se dire je suis pour la guerre, je suis belliqueux, mais surtout ce qu'il faudrait pas, c'est que ce soit des impôts pour tout le monde. Il y a un impôt des riches pour pouvoir aller faire la guerre en Ukraine. Bon, c'est honteux, quoi. C'est déshonorant d'avoir cette position-là. Déjà, parce que ne pas penser la paix, c'est juste pas possible. Et cacher ça derrière une soi-disant lutte des classes, alors que déjà taxer les riches ne fait pas partie de la lutte des classes. Bon, enfin pour moi, Le radis cool, quoi. c'est vraiment déshonorant, quoi. Non, mais Donc, le truc en plus, c'est que ça n'a aucun sens. Si tu considères que donner les armes, c'est juste et c'est ce qu'il faut faire, bah, il y a pas de problème à ce que ce soit tout le monde qui le paye, tu vois. eh oui, Donc ça n'a pas de sens. Soit c'est un acte qu'on considère être un acte d'humanisme national, qu'il faut voilà, faire, auquel cas on peut le faire à titre national et c'est pas juste à Bernard Arnault de le faire. Soit tu considères que c'en est pas un et c'est pas non plus les riches qui doivent payer. Donc ça n'a aucun sens, quoi. exactement. Et donc, pour revenir à l'AFI, oui, donc elle essaye d'être le parti de la paix. Il faut qu'elle soit le parti de la paix. On Bah, parlait du c'est surtout graphisme. Mélenchon qui va devoir vraiment parler. Je crois On qu'il l'a déjà en parlait, partie fait, tu vois. Mais parce que là, entre Alma Dufour, Manon Aubry, le POI, en fait, on comprend rien à leur position, moi je trouve surtout, hein. mais c'est surtout que oui, elle navigue un peu à vue, hein. Clairement, si on mettait le graphique, la position du non à la guerre, elle est dans l'espace RN, FI, abstention, tu vois. Le pro-guerre, tu vois, elle est en haut à droite, quoi. Hein. Bien sûr. Donc, clairement, on le sait que c'est des sujets de clivage. Si la FI se targue d'une position pro-guerre dans cet espace-là, elle va laisser la place au RN. Ce sera un carnage, quoi. Tu parlais voilà, des gels des avoirs russes. L'AFI est pour le gel des avoirs russes, mais pas la confiscation. C'est contre le droit international. Donc ils essayent de marcher sur une ligne de crête, de respecter le droit international, qui est leur ligne depuis le début, même si c'est pas toujours très clair. C'est de dire on respecte le droit international parce que c'est notre seule voie pour éviter la loi du plus fort. Voilà. Je ne sais pas si ça méritait vraiment de se poser là-dessus. Je pense qu'ils auraient mieux fait d'enjamber le débat, sachant que l'idée même du droit comme suprême logique, on pourrait la retourner contre eux quand ils parlent de désobéir aux traités européens s'ils arrivent au pouvoir. Enfin, on comprend bien que le droit n'a pas de valeur en soi. Bah, c'est Euh, compliqué parce qu'en plus avec bon, le droit international, il est tellement pondéré par plein de pays et tout qu'il va pas trop changer, je pense. Mais typiquement avec la fascisation, utiliser le droit comme un argument en dernière course, c'est très dangereux, tu vois, parce que justement, demain, il peut y avoir encore plus de lois sécuritaires, il peut y avoir des lois racistes. Bah, si tu dis oui, mais nous, on applique le droit, tu vois, bah très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? donc voilà, donc il faut qu'elle assume une position de conférence de paix, voire même qu'elle propose des choix.
qu'elle propose, soit est-ce que la FI préfère la finlandisation de l'Ukraine, enfin veut militer pour ça, ou vers la partition, quoi. Et de toute façon, il y aura un choix à faire, surtout depuis 2014 où l'Est se russifie à grands pas, quoi. Euh, Il y a Line for Tristano qui dit: «Je suis d'accord, on comprend rien» et je dis ça en tant que militant FI et ça me fait assez chier, que ce soit pas plus clair. Bah, oui, clairement, nous, ouais. en plus, vous savez, on est quand même soutien de la FI sur plein de positions. On les a soutenus, en 2024, en 2022, par 2 fois. Enfin voilà, il y a aucun souci avec le soutien à la FI. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui et c'est pas les seuls à gauche, à être dans une position compliquée. C'est-à-dire qu'il y a une telle hégémonie aussi, d'un bloc, central qui va être pour la guerre, pour l'armement, voire pour envoyer des hommes, et notamment avec une aile de la gauche de droite là, à la Glucksmann, on va dire, qu'une gauche qui veut assumer une autre position a du mal à l'assumer, quoi. Et encore plus dans une France insoumise où, sur le plan de la politique internationale, je pense que c'est là où Mélenchon est le moins fort, tu vois? Dans le sens où il n'est pas soutenu forcément, sur ce plan-là par toute la France insoumise. Il navigue un peu à vue parfois, il change selon le temps, quoi. Il change selon le temps Ouais, ouais. son avis. Enfin Bah, voilà, c'est pas comme tu sais sur l'antiracisme, Mélenchon, il est soutenu par toute la France insoumise, tu vois? Ou quasiment. Et il y a des gens qui se sont auto-purgés, ou qui ont été purgés, qui n'étaient peut-être pas sur sa ligne, tu vois? Mais par contre c'est sur la plus politique facile. internationale, c'est compliqué, quoi. C'est plus facile parce que même le système qui veut le griller ne peut pas le griller en leur reprochant d'être trop antiraciste. Tu vois ce que je veux dire? Même l'appareil, médiatique, anti-Mélenchon peut pas, lui dire: «Vous êtes pas un peu trop antiraciste quand même?» Sur la géopolitique, c'est compliqué parce que, bah, déjà, il fallait qu'ils tiennent, la NUPES, hein, en 2022. Je rappelle que la guerre, c'est début 2022, juste avant la présidentielle et législative. Il fallait qu'ils tiennent la NUPES autour de ça, donc ils ont été obligés de naviguer avec des gens qui sont pro-guerre, etc., et qui continuent de l'être. Pareil pour le NFP. Et il y a un électorat derrière qui a été gangréné par l'esprit belliciste de ce pays, mené par le général Alcazar en chef, là, Macron, quoi. Donc ils sont très minoritaires là-dessus et ils essayent de jouer une position floue, mais moi je crois pas que ce soit utile à faire ça. La FI risque de se faire coincer entre l'aile droite du NFP, c'est-à-dire les Glucksmann et compagnie, et le RN. Voilà. Donc il Bah, le faut truc, qu'ils c'est que la reprennent la position main de là-dessus. non-alignement, historiquement, ça veut pas dire être flou, quoi. Parce que là, c'est pas tant qu'ils sont non alignés qu'ils sont flous, tu vois? Ouais, ils Qu'ils sont sont, flous. être non aligné parce que tu ne rentres pas dans les lignes du clivage de la guerre froide, auquel cas on comprend, tu vois? Il y a être non aligné parce qu'en fait, tu hétérogène, tu vois? Mais c'est un peu de la merde parce que du coup, on comprend pas trop ce que tu veux, quoi. Mm. Tu voulais Donc, parler de Hello et des autres gauches? non, mais Hello, bon, ils sont sympas. Hello, c'est les plus marrants parce qu'ils renvoient le nationalisme russe et ukrainien au même niveau. Ils disent retour aux frontières de l'URSS, travailleurs russes doivent chasser Poutine. Ouais, ouais. Hello, ils ont vraiment des positions. L'incantation, c'est le Tu truc de vois, ils sont baiser. trop marrants. Donc, RP, ils Est-ce ont. qu'ils ont pas raison, au fond? Est-ce qu'au Ah, fond, ce de serait pas fou! mieux si les travailleurs russes Ah oui! chassaient Poutine? Ah, moi, j'aimerais trop que cette guerre-là, elle finisse comme 17, quoi. Tu vois, que les bolcheviks, mais bon, s'empare de la Douma, et du Kremlin, mais c'est pas, voilà, c'est pas, bon, j'y crois pas trop. RP, ils sont plutôt dans une forme de défense du nationalisme ukrainien, mais ils sont contre la livraison d'armes parce qu'ils considèrent quand même que Zelensky est un pantin bourgeois, etc. Donc il y a beaucoup de circonvolutions autour de RP. Mais là, ils sont Eh, plutôt du plutôt basé, côté de non? Plutôt basé, pas d'envoi d'armes, pas ouais, pro-Poutine, mais un peu tu basé vois. quand même. Ouais, 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 je suis d'accord, mais c'est quand même beaucoup de contorsions pour dire ce qu'on vient de dire, tu vois. Mais je comprends. Dit-il Euh, après s'être contorsionné pendant 1 heure et demie en sueur, avoir Ah fait non, moi exprès de j'ai pas fait faire marcher son setup pour ne pas pouvoir donner sa position, et parler de foot, les gars qui et essaient de parler parler de de foot. foot, ouais. Et donc derrière, bon bah PS, Europe Écologie, Glucksmann, là c'est la planche à billets pour Dassault. C'est un exercice difficile, hein, on peut conclure là-dessus, mais aucune solution n'est enviable, acceptable. Ça sert à rien de diaboliser les possibilités de sortie, d'aller vers la paix. Je crois qu'il n'y a rien de pire que, de notre point de vue occidental, de s'enrichir à vendre des armes pour une guerre qui est loin de nous et qui tue des femmes, des fils, des enfants en se disant qu'on est du bon côté, quoi. Voilà. Donc, quand on ne peut pas intervenir, on essaye
que la guerre ne tue pas. Voilà, donc c'est une position qui est sûrement pas, qui est un peu pragmatique, qui est pas très romantique, qui est pas très idéaliste, mais je pense que c'est la position, à mon sens, la plus juste quand on est progressiste, quoi. Et qui revient basiquement même à lutter contre son propre impérialisme, comme on disait, hein, qui est souvent Exactement. une position où on se trompe assez peu, hein, en réalité, hein. Et si tu tenais cette position-là, de lutter contre ton propre impérialisme, tu avais cette position-là donc sur le conflit russo-ukrainien. Tu es contre l'intervention en Libye, tu es contre des interventions en Afghanistan, en Syrie, en Irak, tu es pro-palestinien. Enfin, si tu luttes contre ton propre impérialisme, tu es quand même pas trop mal en général. Ouais, on est d'accord. Il faut tenir une position de paix absolue. C'est déjà pas mal. Voilà. Et c'est déjà pas mal aussi, quand on est militant de gauche, de se dire que cet appareil industriel de guerre qu'on a en France est un problème. C'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive aussi à dénoncer. Et là-dessus, la FI, qui est hyper forte à dénoncer l'appareil nucléaire, par exemple, pas du, bah, j'aimerais bien l'entendre un peu plus sur l'appareil militaro-industriel, surtout en ce moment, qui balance un peu partout, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Palestine. Et il faut vraiment que ça s'arrête, quoi. Il faut vraiment que ça s'arrête. Je viens de tomber sur un article, j'ai une notif de Mediapart. L'Ukraine et les États-Unis d'accord sur un cessez-le-feu de 30 jours. Je sais pas si tu lu ça? Ouais, c'est C'est il y a ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, là. Ouais et il disait: «Regard tourné vers Vladimir Poutine» et on voit un truc, c'est que quand on a cette, aussi cette optique de casser la boucle et le cercle vicieux en cours qui est de livraison d'armes, guerre et puis, à travers la livraison d'armes des prêts à intérêt, bah, tu as quand même la possibilité de changer le cours de l'histoire, c'est-à-dire de se dire: «Est-ce qu'on peut faire autrement?» tu vois? Alors évidemment, là, il y a l'aide des États-Unis qui doit quand même vachement pousser, bah, notamment pour cette histoire de minerais et qui va pouvoir aussi pousser dans les négociations avec Vladimir Poutine parce que les États-Unis négocient pas comme Zelensky tout seul, quoi. C'est-à-dire que les États-Unis, ils ont sûrement, des enjeux économiques à faire comprendre à Vladimir Poutine, des choses comme ça, qui n'auront pas le même poids que Zelensky. Mais nous, on est la France, on pouvait quand même aussi et avec, l'Union européenne, dans le cadre d'un arrêt des livraisons d'armes, dire: «Bon voilà, on arrête les livraisons d'armes, on pousse un peu Zelensky à vouloir la paix» et d'aller voir Poutine et lui expliquer ce que nous, on va faire ou ce qu'on est prêt à mettre en œuvre pour qu'il y ait la paix ou s'il le refuse, ce qui va se passer aussi, tu vois? Le Mmh. problème, c'est que tant que tu es dans juste le truc de: «Ah, est-ce qu'on envoie des armes? Est-ce qu'on envoie des avions? Est-ce qu'on envoie la bombe nucléaire? Est-ce qu'on envoie des hommes?» en fait, tu pas dans une optique de réfléchir à la paix. Eh ben, on est d'accord. On est d'accord. On s'arrête là-dessus. Sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee. Donner sur le Tipeee. En plus, Tipeee rémunère bien. Prend une petite commission, je crois que c'est 8%, mais voilà, donc ça nous rapporte pas mal pour pouvoir payer du montage, des miniatures, du matos et tout ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne principale, PADU, à la chaîne de Dr Zoé, Zoé-YT, et allez voir Position Revue sur leur site internet pour plus d'analyses et d'articles. Et n'hésitez pas à vous abonner à nos Twitter, à nos Blue Sky et tout ça. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut et vive la paix.